J'ai fait des études de médecine, me suis spécialisé en neurologie, ai fait ma résidence, suis devenu certifié par le conseil et eu de superbes offres d'emploi, puis j'ai immédiatement créé une entreprise. Et si je vous disais qu'une simple idée pourrait transformer notre façon de dormir, de guérir et de vivre? L'invité d'aujourd'hui n'est pas seulement un neurologue. C'est un pionnier et un visionnaire qui a passé des décennies à repousser les limites de la science et de l'entrepreneuriat. De la création de l'innovante bandelette nasale Breathe Right à la vente de son entreprise pour plus de 566 millions. J'étais vraiment intrigué par la distinction entre le cerveau et l'esprit. C'était les débuts des ordinateurs. Donc, j'étais plutôt excité par tout ça. Nous avons levé 350 000 $ pour démarrer. Le marché était très ouvert à ce moment-là aux très petites entreprises. Parfois, il vaut mieux demander pardon que permission. En tant qu'entrepreneur, vous êtes un preneur de risques. Le docteur Daniel Cohen a constamment transformé des idées audacieuses en impact mondial. Il ne s'agit pas seulement de réussir, mais de redéfinir les limites du possible. Sans lever de fonds, vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'entreprise. La plupart des gens confondent la pensée et le sentiment. Ayez une sortie au cas où vous ne pourriez pas gagner sur le marché. Grâce aux ondes magnétiques, il révolutionne le sommeil et l'avenir de la santé et du bien-être. C'est l'histoire d'un homme dont la curiosité insatiable révolutionne notre façon de penser la vie. Bienvenue à Success Story, Scott 5 Cents Clary à l'animation. Dan, je suis très excité que tu viennes. Dan, Dr. Dan, tout ce qui précède. Vous êtes neurologue. Vous êtes un docteur en médecine. Je pense qu'une manière vraiment amusante de comprendre un peu votre parcours et toutes les différentes choses que vous avez construites au cours de votre carrière est de poser simplement la question: vous êtes médecin, mais vous êtes aussi un homme d'affaires. Vous bâtissez aussi des entreprises remarquables. Qu'est-ce qui pousse un médecin à se lancer dans l'entrepreneuriat? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à emprunter cette voie? Vous savez, c'est une bonne question. Beaucoup de gens ne la posent pas. Après mes études de médecine, je me suis spécialisé en neurologie et fait ma résidence et obtenu ma certification. Malgré d'excellentes offres d'emploi, j'ai choisi de créer immédiatement une entreprise. Et les gens me regardaient et me disaient « Mais pourquoi diable as-tu suivi toute cette formation médicale pour ensuite te lancer dans les affaires ?» Et vous savez, mes deux parents étaient dans les affaires. Ils avaient tous les deux de petites entreprises. Donc, autour de la table du dîner, on parlait souvent d'affaires. Deuxièmement, la neurologie dans les années 80, vous savez, n'était pas le genre de domaine où vous pouviez aider beaucoup de gens. Vous pouviez poser beaucoup de diagnostics, mais les traitements n'étaient vraiment pas disponibles et je voulais faire plus de bien. Et je pensais que je pouvais le faire en me basant sur mon expérience avec le cerveau et en comprenant que je pouvais développer des équipements. Donc c'était assez simple. Mais comment faites-vous? Je veux dire, j'ai actuellement un ami qui est à l'école de médecine et j'essaie constamment de le pousser à être plus entreprenant et il continue à suivre toutes ses voies traditionnelles parce que cela semble sûr, n'est-ce pas? Je pense que la plupart des gens, pas tout le monde, la plupart des gens qui se lancent dans la médecine et le droit, en dehors du fait que leurs parents les poussent à le faire, c'est parce que c'est une voie professionnelle vraiment sûre. Et si vous consacrez autant de temps et d'énergie dans ce genre de carrière, tout d'abord, c'est coûteux. Cela prend beaucoup de votre vie pour arriver à la fin. Ensuite, vous voulez travailler pour rembourser cette dette. Ainsi, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui comporte des risques élevés, n'est pas la priorité de tous. Ils pensent qu'ils doivent décrocher le meilleur salaire possible et se mettre à pratiquer. Donc, tu n'as pas fait ça. En dehors de vos parents, en dehors de consacrer tout ce temps et cette énergie à vos véritables certifications, pourquoi avez-vous choisi de suivre cette voie? Et aussi, et quelle était cette première version de l'entrepreneuriat avec laquelle vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour ne pas prendre trop de risques, qui vous a permis de commencer une carrière où vous avez pensé « Écoutez, c'est la direction et le parcours que je veux suivre ». Eh bien, vous savez, tout d'abord, j'ai fait mes études universitaires et médicales dans les années 70. Je dois vous dire, c'était vraiment bon marché. Toute ma formation universitaire à Penn State a coûté 3 000 $. Oh mon Dieu, oui, et mes parents pouvaient se le permettre. Ils ne pouvaient pas payer l'école de médecine, mais même ma formation coûtait 7 800 $. Alors j'ai contracté un prêt. Donc je n'avais pas une grande dette, premièrement. Ce n'est pas comme aujourd'hui où vous sortez avec 2, 3, 400 000 $ de dette. J'étais essentiellement sans dette, vous savez. Durant ma résidence en neurologie, j'ai cumulé plusieurs emplois en parallèle. J'étais directeur médical d'une maison de retraite, je faisais des examens d'invalidité de la sécurité sociale,
Je gagnais de l'argent en travaillant les week-ends et en soirée. Donc, j'étais en bonne forme financièrement, surtout quand vous êtes dans la trentaine. Vous savez, soyons honnêtes, vous savez, le monde est devant vous. Vous êtes trop bête pour savoir que vous pouvez échouer lamentablement. Vous savez, vous êtes optimiste, vous savez, donc ce n'était pas difficile, mais j'étais vraiment intéressé par la différence entre le cerveau et l'esprit et des choses comme ça. Et moi, vous savez, c'était les premiers jours des ordinateurs et nous pouvions informatiser les lectures physiologiques. Et donc, j'étais assez excité par toutes ces choses. Donc, je me suis lancé. Lancé dans quoi exactement? Quelle était cette première version? Eh bien, la première version était qu'il y avait beaucoup de chirurgie à haut risque, principalement la chirurgie à cœur ouvert et les endartériectomies carotidiennes, où ils ouvrent l'artère carotide qui alimente la moitié de votre cerveau et ils enlèvent la plaque. Et ces chirurgies étaient réalisées sans surveillance des ondes cérébrales. Vous savez, très peu d'établissements avaient de la capacité de surveiller les ondes cérébrales. La clinique Mayo le faisait, par exemple. Nous connaissions le neurologue là-bas qui le faisait. Et donc, nous l'avons regardé faire. Et il avait les anciennes machines électroencéphalogrammes, vous savez, et nous avons regardé cela et nous avons dit, vous savez, nous pouvons automatiser ce processus. Nous pourrions apporter les signaux électroencéphalogrammes, vous savez, les numériser, faire des fast Fourier transforms, des analyses de fréquences et créer des graphiques qui vous montraient quand vous étiez en difficulté. Nous pourrions même automatiser le processus. Ainsi, vous n'aviez pas besoin d'avoir un médecin là-bas pour faire le travail. Notre première incursion dans ce domaine a donc été « Automatisons tout le domaine de la surveillance des ondes cérébrales ». Et ensuite, nous pourrions vendre cela aux hôpitaux qui avaient des salles d'opération et ce serait plus sûr pour tout le monde. Je dois vous dire, malgré l'excellent produit de notre première entreprise, nous l'avons fait passer par la Food and Drug Administration. Il a été validé pour être 100% précis. Et c'était un échec total en tant qu'entreprise. Tout d'abord, cela semble être la version la plus risquée de l'entrepreneuriat, la création de dispositifs médicaux. Parce que si vous pensez à toutes les différentes pièces qui doivent entrer en jeu, ce n'est pas comme si vous expédiez des T-shirts. Et il y a beaucoup de science. Et la Food and Drug Administration est, je suis sûr, très difficile à gérer. Traiter avec eux était sûrement moins cher qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas simple pour autant. Alors, quels ont été les enseignements de cette première entreprise? Parce que cela donne l'impression que vous avez effectivement fait toutes les choses correctement et que cela ressemble à une excellente idée et au bon moment et au bon endroit et que le marché évolue dans la bonne direction et que vous profitez de toutes ces nouvelles technologies et ensuite vous surmontez également les obstacles réglementaires. Alors, quel a été l'enseignement? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec cette entreprise? Eh bien, tout d'abord, à l'époque, ce que nous devions faire, nous étions très sophistiqués d'un point de vue technique. Nous avons donc pu fabriquer le produit très rapidement avec une équipe très réduite. Et le processus réglementaire pour nous était relativement facile. Nous l'avons donc fait approuver rapidement par la Food and Drug Administration. Ensuite, nous l'avons sorti sur le marché. Et puis, c'était le plus gros coup de poing que j'ai jamais reçu dans les affaires. Je suis sorti avec l'équipe de vente et j'ai fait les démos, vous savez, et après la démo, le chirurgien me mettait de côté et disait « Pensez-vous que vous pourriez retirer ce disque dur? » Et j'ai dit « Attendez une minute, c'est le dossier médical. » J'ai dit « Vous devez avoir le dossier médical. » Là, il dit « Ouais, il dit, mais je ne vais pas pouvoir me permettre mon assurance responsabilité. » Il dit « En ce moment, si un accident vasculaire cérébral se produit dans la salle d'opération, personne ne le sait avant la salle de réveil. » Et donc, je peux dire « Je ne l'ai pas causé. Cela s'est produit dans la salle de réveil. » Donc, je ne suis pas en faute. Et ce que vous faites, c'est que vous allez pouvoir attribuer le blâme à cela. Accident vasculaire cérébral. C'est dingue et explique l'échec des ventes, car les médecins se sentaient désormais responsables. D'accord. Eh bien, et donc la grande leçon a été, il faut vraiment s'y mettre et parler à votre public cible et dire « Est-ce vraiment une bonne idée ?» J'aurais pu apprendre cela en 2 jours, en parlant à quelques chirurgiens, que cela n'allait pas marcher. Avez-vous levé des fonds pour cela? Oui. Quand nous avons commencé, nous n'avions pas vraiment d'argent. Nous avons fait un tour de table avec des proches et avons levé 350 000 $ pour démarrer. Notre avocat travaillait pour la Securities and Exchange Commission. Il connaissait tous les VC. Dans les années 80, le capital risque n'en était qu'à ses débuts. Alors, il nous a alignés avec certains de ces gars. Nous avons levé des fonds car il trouvait l'idée excellente. Mais Cela s'est révélé être une mauvaise idée.
Vous devez sûrement avoir un avis. Cela paraît en effet toujours être une très bonne idée. Malgré les inquiétudes des médecins concernant leur assurance responsabilité, cela semble être une innovation médicale apportant plus de perspicacité. Plus de données paraît bénéfique, surtout pour le patient que tous sont censés servir. Juste un petit commentaire. Passons à autre chose, car je ne veux pas m'attarder sur la première affaire. Mais juste en tant que patient du système médical, c'est une idée très préoccupante que trop de données me donnent maintenant la possibilité de rejeter la faute si quelqu'un gâche tout. C'est ce que je veux vraiment, vraiment. Mais depuis lors, le système médical en général, je suppose que nous pourrions parler des États-Unis, s'est-il adapté aux nouvelles technologies de manière plus positive ou amicale afin que si quelqu'un finit par faire une erreur, la faute puisse être attribuée? Parce que c'est un problème très intéressant auquel vous êtes confronté en ce moment quant à pourquoi cela n'a pas été accepté par les médecins. Je ne peux pas parler de la médecine en général, mais je suis sûr que certains processus sont en quelque sorte enterrés de cette façon. Regardez les choses de cette façon, Scott. Est-ce différent lorsqu'une entreprise pharmaceutique est menacée par une nouvelle innovation et qu'elle achète le produit pour le mettre de côté? Je connais des entreprises éthiques, soi-disant éthiques, que vous considéreriez comme des entreprises éthiques qui achètent des produits. Ils paient en 10 millions de dollars à un stade très précoce d'une idée. Et ils affirment que cela concurrence une de mes entreprises actuelles d'1 milliard de dollars. Je vais simplement le laisser sur l'étagère jusqu'à ce que le brevet expire. Je pense que cela arrive fréquemment. C'est effrayant, c'est un peu effrayant. Quelle était la prochaine affaire après celle-ci? Donc ça a échoué, vous n'avez pas gagné d'argent avec ça. Avez-vous vendu l'API? Quelque chose comme ça? Non, ce que nous avons fait, eh bien, je me souviens être allé... Retour à mon tableau après 3 mois sur le terrain. Et je leur ai dit, regardez, cette entreprise ne va pas fonctionner. Et leur réponse a été, souvenez-vous, c'était des VC. Mais les VC de l'époque étaient des opérateurs chevronnés. C'était à des quinquagénaires et des sexagénaires. Vous savez, les VC venaient juste de commencer en tant que domaine. Et donc, ces gars savaient généralement de quoi ils parlaient. Et c'était vraiment fascinant. Ils m'ont regardé et demandé ce que je savais. « Vous êtes un docteur? Il nous faut simplement un vrai commercial pour ce poste. » Et donc je savais que si je les convainquais que l'entreprise allait échouer, l'entreprise était finie. Alors j'ai dit, vous savez, d'accord, vous avez raison. Vous savez, je suis juste un docteur. Vous savez, faisons venir un vendeur ici. Et j'ai dit, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le matériel que nous avons développé et j'écrirai un nouveau logiciel et je l'emmènerai dans des laboratoires de sommeil. Parce que les laboratoires de sommeil ont un problème que nous pouvons gérer et il n'y a pas de problème de responsabilité et nous pourrons leur faire gagner plus d'argent parce que nous pourrons, vous savez, augmenter leur débit. Tu sais, et donc, l'un des VC qui était le plus respecté dans la salle a dit que cela te prendra 10 ans pour faire ça. J'ai dit que ce n'est pas mieux. Parce que je ne pense pas que tu vas nous financer pendant 10 ans. Ouais. Et quelle année je dois te dire ça? Parce que c'est vraiment drôle. Ce qui était si intéressant, c'est que, tu sais, je savais que ça allait prendre quelques années, mais je savais que je devais progresser plus vite. Donc, j'ai imaginé le produit, j'ai fait quelques écrans, tu sais, pris des captures d'écran, suis allé dans certains des laboratoires de sommeil et j'ai dit, je peux vous donner ça et ça réduira votre temps de notation de 4 heures à quelques minutes. Et j'ai dit, et je vais même vous donner un programme spécial que vous voulez pour votre laboratoire, et nous le ferons pour vous, mais vous devez payer 60 000 $ d'avance pour que je le développe. Cette première année sans avoir de produit, j'ai surpassé le nouveau vendeur avec sa force de vente de 8 personnes sur Salesforce. Nous avions une entreprise sans même avoir de produit. C'est incroyablement intelligent. Pour le vendeur, cela n'a pas d'importance. Ça. Quel que soit l'effort de vente que vous y consacrez. Il a rencontré les mêmes problèmes. Donc VCC, ce pivot va être réussi. C'est la direction dans laquelle tu vas maintenant. Ils étaient ensuite prêts à le financer. Mais ensuite, nous avons fait un autre pivot dans l'entreprise lorsque j'ai vu que, tu sais, le business du sommeil était correct. Nous étions rentables. Nous étions déjà une entreprise cotée en bourse après seulement 5 ans, tu sais, parce que nous avions besoin de l'argent, tu sais, et le petit public. Ouais, donc nous sommes allés si tôt. Ouais, si tôt. Et, tu sais, mais nous avions des revenus et nous étions sur le point de devenir rentables. Donc, tu sais, c'était raisonnable. Nous étions une jeune entreprise et le domaine du sommeil se développait grâce à notre innovation.
Tu sais, quand nous avons commencé dans ce domaine, il n'y avait que 300 laboratoires dans le monde. Quand nous avons quitté ce domaine 10 ans plus tard, il y avait 3000. Tu sais, beaucoup d'entre eux utilisaient notre équipement parce que nous avons réduit le temps de notation de 4 heures à 1 minute. Cela l'a rendu plus efficace et les gens commençaient à en apprendre plus sur l'apnée du sommeil. Il y avait donc 2 facteurs qui ont beaucoup contribué à la croissance dans le domaine. Mais dites-moi quelque chose. Quel âge aviez-vous à ce moment-là lorsque vous avez introduit une entreprise en bourse? Parce que c'est toujours une sacrée aventure. Donc ce n'est pas quelque chose que beaucoup... À ce stade, vous n'êtes probablement pas un entrepreneur novice. Vous avez traversé des hauts et des bas. Vous avez pivoté. Mais ce n'est pas une petite entreprise à ce stade, même si c'est relativement tôt. Ouais. J'avais 35 ans. C'est jeune. C'est toujours jeune. Ouais. Et ça ne... je veux dire... Les entrepreneurs que je connais qui ont introduit leur société en bourse sont à un stade bien plus avancé. Comme je ne sais pas quels étaient vos revenus lorsque vous avez introduit cette entreprise en bourse, mais cela ne fait-il pas une légère distraction de la construction de l'entreprise lorsque vous gérez également cet aspect? Oui, ça le fait. Mais vous savez, j'avais quelqu'un au conseil qui était notre avocat de la Securities and Exchange Commission et il est devenu mon mentor. Et la vérité, c'était que ça... En tant que petite entreprise, ce n'était pas si difficile car la plupart des gens ne vous prêtent pas attention. Alors est-ce qu'on a organisé des appels trimestriels? Oui, nous avons rencontré des analystes. Toutes ces choses. Mais j'ai aussi embauché un directeur financier très expérimenté qui avait déjà travaillé dans des entreprises cotées en bourse, et la majeure partie du travail dans une entreprise cotée en bourse revient au directeur financier. Je veux dire, évidemment, le président-directeur général, vous savez, est impliqué et parle de l'avenir et de la vision et de ce que nous allons faire et tout ce genre de choses. Mais j'étais assez courant, vous savez, et à ce stade, vous savez, j'ai commencé à développer au moins une réputation locale parce que, vous savez, nous étions une entreprise de technologie médicale en phase de démarrage qui innovait. Et donc les gens aiment écrire sur ce sujet, donc dans la région des Twin Cities. Nous étions connus. C'est à considérer, ça demande un peu de travail. Mais évidemment, je veux dire, si vous avez les bonnes personnes autour de vous, ce n'est pas comme si cela allait trop vous stresser. Je pense que c'est vraiment le secret pour faire quelque chose comme ça et aller à ce genre de transaction. Cela offre également une bonne liquidité, ce qui est appréciable. Cela vous fournit un peu d'argent pour jouer, ce qui est crucial. Parce que l'alternative est de rester privé, comme beaucoup d'entreprises le font, et de lever des fonds encore et encore. Et puis, je veux dire, en tant que fondateur, vous dévaluez constamment votre propre position en action. Vous êtes maintenant redevable non seulement aux investisseurs accrédités, mais également aux capital risqueurs et autres investisseurs professionnels. C'est donc une stratégie. Peu de gens l'ont fait à ma connaissance. C'est donc très intéressant, mais vous avez réussi. Je voulais donc simplement apprendre un peu comment se déroule ce processus. Mais vous le feriez de la même manière? Je ne le ferai pas, ça dépend. Dans mon entreprise, je ne ferai pas ça. Premièrement, les conditions du marché ont changé. Le marché était très accueillant à ce moment-là pour les entreprises à très petite capitalisation. Et donc, c'était un plus. Tu as raison, je voulais avoir accès au capital, mais je ne me suis pas rendu compte que j'aurais besoin du genre d'accès au capital et de la valeur d'être une entreprise publique jusqu'à ce que la prochaine idée arrive dans cette entreprise, et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu une transition, et j'étais vraiment heureux d'être une entreprise publique à ce moment-là, parce que notre VP des opérations dit que j'ai un ami, et il aimerait te rencontrer, il a quelque chose qu'il veut te montrer. Et donc j'ai dit, d'accord. J'ai dit, je suis heureux de le rencontrer. Il est venu au bureau et nous nous sommes rencontrés dans une petite salle de conférence et il parlait un peu du produit, mais il ne me le montrait pas. Son nom est Bruce. Je lui ai dit, Bruce, tu penses que je ne pouvais pas le voir? Et il fouille dans sa mallette et nous sommes assis à une table et il Ne prends pas. Il ne me le donne pas. Il le sort, le pose sur la table de son côté. Et je l'ai regardé, j'ai dit, Bruce, tu penses que je pourrais le toucher? Et il me le donne. Et c'est un pansement curade avec un morceau de plastique collé dessus. Et il en avait parlé. Et il dit, tu sais, c'est comme, j'ai eu cette idée. J'avais du mal à respirer par le nez. J'ai eu cette idée quand je suis allé à la foire de l'État et que je me tenais sur l'avenue Snelling, juste en face du terrain de la foire. Et j'ai vu cette arche et je me suis dit, c'est ça. Je dois construire une arche sur mon nez.
Et j'ai regardé le produit et nous étions en sommeil à ce moment-là depuis 6 ans. Je connaissais donc tous les problèmes de sommeil et de respiration. Je l'ai regardé et j'ai dit que j'adorais ça. J'adore ça, je vais l'acquérir. Et je savais, Scott, nous étions une entreprise cotée en bourse à ce moment-là en tant que médical de haute technologie. Et je savais que si je présentais ce produit à mon conseil d'administration, il dirait « Tu es fou !» Tu sais, nous n'allons pas licencier un produit de consommation qui est un pansement pour le nez, tu sais. Je l'ai fait sans leur autorisation. Ou sans leur connaissance. Comment faites-vous cela? Genre, comment faites-vous même cela? Je veux dire, vous êtes responsable devant le conseil. Je veux dire, vous êtes public. Tout est exposé, donc. Eh bien, vous savez, je l'ai fait parce que... Je savais qu'ils ne pouvaient pas me virer. Les conseils sont très sensibles à l'optique, vous savez. Et là, j'étais le leader de l'entreprise et j'ai sauvé l'entreprise avec une machine OR défaillante, puis j'ai eu une entreprise de sommeil réussie. Et d'ailleurs, je savais tout ce qui se passait dans l'entreprise. Il n'est pas facile de remplacer quelqu'un qui est en quelque sorte la figure centrale dans la plupart des départements. Et donc, ils ont dû vivre avec la décision. Et donc, je me suis dit, tu sais, parfois, il vaut mieux demander pardon que permission. Et c'était l'un de ces exemples. Je savais qu'il refuserait et je voyais l'avenir de l'entreprise. Maintenant, était-il en colère? Oui. Et 2 jours après la réunion du conseil d'administration, lorsque je leur ai montré et leur ai dit ce que j'avais fait, un contingent du conseil m'attendait lorsque je suis arrivé au bureau ce matin-là. Et ils ont dit vraiment, nous n'aimons pas ce que vous avez fait. J'ai dit, oui, je sais, je l'ai compris. J'ai dit que ce ne sera pas une bonne affaire. Et ils ont dit, vous l'aimez tellement bien, vous découvrez comment le faire fonctionner. Parce que j'avais déjà commencé une recherche pour vous. Vous savez, quelqu'un qui était un gars consommateur, quelqu'un qui travaillait pour une entreprise pharmaceutique, qui pourrait comprendre, vous savez comment tout cela fonctionne. Ils avaient 4 finalistes que j'ai interviewés. Et j'ai dit, vous voulez que je dirige Breathe Right? J'ai dit, qui va diriger Sleep? Ils ont dit, tu te débrouilles pour ça. Embaucher quelqu'un qui va diriger Sleep. Tu fais ça, Breathe Right. Au fond, il m'amenait à l'échec pour justifier mon licenciement. Il voulait montrer que cela n'allait pas fonctionner. Quand leur tentative publique a échoué, ils ont trouvé un prétexte pour vous écarter. Exactement. Et j'ai dit, d'accord, vous savez, je ne l'ai jamais fait avant. Mais j'adore apprendre. Je vais comprendre. Comment saviez-vous que cela allait être? Donc je veux dire, vous êtes dans l'espace sommeil, mais comment saviez-vous que ce produit particulier qui forcerait quelqu'un à modifier légèrement son comportement pour adopter réellement ce produit? Je veux dire, parce que personne ne l'utilise déjà. Ce n'est pas comme si vous apportiez un type de café différent sur le marché, alors que quelqu'un boit déjà du café tous les jours. C'est un mystère pour tous, car personne n'a d'expérience dans ce domaine. La première utilisation est une expérience très étrange. C'est unique et sans équivalent dans votre quotidien. Alors, comment saviez-vous, en regardant ce produit, que cela allait réussir? Parfois, il suffit de suivre son instinct. D'accord, et je pense que trop de gens ne font pas ça. Vous savez, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas foi en leur capacité à accomplir quelque chose, même s'ils ne savent pas comment ils vont le faire. Ils se situent au bas de l'échelle en termes de prise de risque, vous savez. Quand vous êtes entrepreneur ou preneur de risques, vous devez être prêt à prendre des risques. Et beaucoup ne comprennent pas cet aspect, je pense. C'est penser versus ressentir. D'accord, je veux dire, tu sais, tu viens de poser la bonne question. Mais comment tu as su? Savoir est une sensation ressentie. Ça ne vient pas d'ici. On croit que le savoir vient du ventre, mais ce n'est pas le cas. S'il est comme, oh, je sais juste que ça va être un succès. Je veux dire, quand Bruce m'a donné ce pansement pour le nez, immédiatement dans ma tête, j'ai vu des joueurs de football le porter. J'ai vu le design de celui-ci. J'ai vu le graphique de la bourse monter dans ma tête. Il y avait une connaissance instantanée. Et c'est pourquoi j'ai simplement suivi. Donc d'accord, donc votre conseil n'est pas super content, mais vous vous en fichez. Vous allez de toute façon le découvrir, n'est-ce pas? Comment comptez-vous commercialiser ce produit? J'ai littéralement conçu un plan que je pensais que nous pourrions mettre en œuvre. D'accord. Et le plan était finalement de le faire porter par des joueurs de football. Mais avant de l'utiliser pour les joueurs de football, et rappelez-vous, c'était avant l'Internet. Vous ne pouvez pas aller sur un podcast et exposer cela à 1 million de personnes.
Vous savez, vous aviez des interviews à la radio que, vous savez, j'avais l'impression de parler aux vaches du Montana dans certaines de ces interviews. La radio n'est pas idéale pour décrire quelque chose d'inédit, comme un pansement sur le nez pour mieux respirer. C'est un peu particulier à expliquer. C'est vrai, donc la clé était d'accord, j'ai besoin que la presse soutienne finalement cela. Et donc, et nous avions fait les études médicales, vous savez, nous le faisions passer par la Food and Drug Administration, et nous avons dû déposer une demande de novo parce que la Food and Drug Administration a dit ce que vous venez de dire. Il n'y a rien de tel. Donc, même si ce n'est qu'un pansement nasal, il est devenu un dispositif médical de classe 2, vous savez, et vous avez dû faire ces tests et le prouver. Donc, essentiellement, ce que je devais faire était de mettre la presse de mon côté. Donc, ma partenaire a appelé. Elle a obtenu 700 journalistes pour les journaux dont les rédacteurs d'affaires, les rédacteurs médicaux, les rédacteurs sportifs pour accepter de prendre notre dossier de presse et de ne pas le jeter à la poubelle. J'ai répété aux gens que cet automne, les joueurs de football porteront ça. Vous devrez y accéder afin de pouvoir rédiger des articles sur le sujet. Et ils ont accepté, ignorant tout. Nous ignorions que les joueurs de football le porteraient. Nous devions faire en sorte que cela se produise. Et donc, nous avons fait en sorte que cela soit semé. Nous devions obtenir une distribution, ce qui était vraiment difficile pour une nouvelle entreprise car les pharmacies ne l'acceptaient pas, car les grossistes ne l'avaient pas. Les grossistes ne le prenaient pas car aucune pharmacie ne le demandait. Nous avons donc littéralement dû fermer les boucles entre le client, le pharmacien et le grossiste. J'ai donc fait 400 interviews radio pour embarquer 3000 pharmacies, vous savez, afin que nous puissions amener tous les dits grossistes à le prendre. Et puis je suis allé chez Walgreens et j'ai dit « ce produit va être un succès ». Et le responsable de la section Tout et Rhume demande « combien d'affaires allez-vous faire la première année ?» J'ai dit « 23 millions ». Et il dit « tu racontes des conneries ». J'ai dit « probablement ». Et donc il ne l'a pas pris, bien sûr. Il refuse de prendre le produit. « Je t'interdis de prendre de la place sur l'étagère. Tu vas le faire quand même. » Il dit « tu verras ». Et donc, quand j'ai quitté son bureau, la première personne que j'ai appelée était le directeur régional des magasins Walgreens dans les Twin Cities. Je l'ai invité à déjeuner pour discuter de la possibilité de mettre cela dans ses magasins. Il affirme avoir le contrôle de l'espace du comptoir. J'ai dit « Vraiment, cela n'a pas besoin d'être approuvé par le siège. » Il dit « Non, c'est mon domaine. » Je lui ai montré le produit et lui ai demandé son avis. Il dit qu'il adore ça et va le mettre sur le comptoir. Bref, il s'est vendu juste à côté de la caisse enregistreuse sur le comptoir. Le livre s'est très bien vendu. Il a contacté 4 de ses amis directeurs régionaux dans d'autres régions du pays. Et ils l'ont pris et ça marchait bien. Et puis je reçois un appel de l'acheteur de tissu froid et il dit « Ramène tes fesses ici ». Tu l'as complètement contourné, totalement ignoré, peu importe. C'est dans vos magasins de toute façon. D'accord. Et donc lui, tu sais, je suis entré là et j'ai dit « Donc ça se vend vraiment bien, n'est-ce pas ?» Il dit « Tu peux vendre de la merde au comptoir. » J'ai dit « Alors pourquoi voulez-vous prendre le courrier du produit ?» Il dit que tu es vraiment agaçant. Je dois traiter toutes ces commandes de ces magasins régionaux séparément à la main. Ça m'a pris toute la journée. Je prends ce produit juste pour me débarrasser de toi. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'ailleurs quelqu'un qui n'a jamais lancé une marque de biens de consommation sur le marché. Comme ce que vous faites est exceptionnellement difficile à faire, oui, parce que maintenant, c'est tellement, je ne pense pas que vous pouvez simplement faire ce même playbook en 2024. Je n'en ai aucune idée, mais probablement que cela semble ridiculement difficile à faire, à moins que vous ayez les relations. Je suppose que c'est un facteur X sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais si vous n'aviez pas ces relations, c'est très difficile d'obtenir ce genre de distribution sans l'attraction des ventes ou l'attraction des revenus droits. Si vous êtes à l'étape où vous étiez... Eh bien, et puis pour obtenir la distribution, je veux dire, j'avais une certaine indépendance avec ça. Et puis j'ai finalement obtenu Walgreens. J'ai pris leur première commande. Leur première commande était de 200 000 pour remplir les étagères. Et la première chose que j'ai faite avec ça, c'est que je suis allé chez le meilleur courtier régional du pays parce qu'ils étaient tous régionaux. Il n'y avait pas de firme nationale. Et c'était les frères Pancal. Et ils étaient connus comme le groupe de premier plan. Ils étaient basés à Chicago. Donc Walgreens avait son siège à Chicago. Il gérait le compte Walgreens. Et je suis entré là-bas et il y avait 2 vrais messieurs en costume 3 pièces
Et ils m'ont demandé, « Dr Cohen, que pouvons-nous faire pour vous ?» Et j'ai dit, « J'ai un chèque pour vous. » Ils se sont regardés et ont dit d'attendre 1 minute. Nous sommes censés vous écrire des chèques ou vous nous écrivez des chèques pour ceci ou cela. Que voulez-vous dire par « vous avez un chèque pour nous » Et j'ai dit, « Eh bien, regardez, j'ai une commande ici pour 200 000 $, vous savez, de Walgreens. Je veux que vous preniez en charge ce compte et je vous donnerai ceci comme point de départ. » Et ils ont dit, « Eh bien, cela signifie que vous devez nous payer une commission sur cela. » Et ils disent, « Eh bien, d'accord, pourquoi faites-vous cela ?» J'ai dit, « J'ai besoin d'une faveur de votre part. Je veux que vous appeliez les 8 meilleurs, vous savez, autres entreprises régionales qui sont des courtiers, et les convaincre de me rencontrer. » Et ils ont dit, « D'accord. » C'est donc nous avons augmenté la distribution en un rien de temps et nous étions dans 40 000 magasins. Vous savez, mais... Je ne veux pas prendre... Vous savez, je dirais que tout le processus a pris environ 7 mois. C'est très bien. Très bien, mais je veux dire, faites-le là pour la saison de football. J'allais dire que si vous ne l'aviez pas, si oui, si vous ne l'aviez pas dans les magasins, alors aucune de la stratégie ne fonctionnerait. Donc, je suppose que si vous vouliez que les joueurs de football le portent, vous deviez avoir la preuve qu'il était adopté par le marché. En réalité, il n'était pas encore adopté car il venait d'être mis en rayon. J'avais besoin de preuves des entraîneurs en chef de la National Football League. Alors nous avons commencé à les harceler. J'avais un gars qui appelait littéralement chaque entraîneur en chef de la National Football League chaque semaine et demandait « Les avez-vous déjà utilisés sur vos joueurs? Les avez-vous utilisés? » Et finalement, l'un d'eux l'a fait. Il l'a passé à Herschel Walker qui a marqué plusieurs touchdowns. Et il y avait un photographe juste derrière le but, vous savez, les poteaux de but, et il avait une belle photo de Herschel le portant. Un journaliste de terrain nous a contactés après la publication d'un article en page 6, dans la section sportive du Philadelphia Inquirer de lundi. Vous savez, elle l'a vu mercredi et elle dit « Quelle est l'histoire à propos de ça? » Et donc ensuite, elle a écrit un article et elle a intitulé l'article « Bec bandé respirant mieux ». Et c'était à cette époque, les impressions en couleur dans les journaux étaient rares. Et il y avait une image de 6 par 9 pouces sur la première page de la section sportive de l'Inquirer. Alors nous avons fait des réimpressions en couleur de cela. Nous l'avons renvoyé aux autres entraîneurs en leur disant que les autres joueurs le portaient. « Vos joueurs sont en retard. » Et j'ai dit de l'afficher dans votre vestiaire. Jerry Rice a remarqué son problème de respiration nasale et l'a mentionné. Il est allé voir Lindsey McLean, le responsable de l'entraînement, et a dit qu'il allait en essayer un. Il l'a mis, il l'a adoré. Il l'a porté lors du football du lundi soir. Vous dirigez encore les 2 entreprises. Pubco continue de diriger ces 2 entreprises. Mais je suppose qu'il y a un moment où Breathe Right commence à surpasser toute la technologie médicale traditionnelle que vous avez accumulée. Ouais, exactement. Et donc, nous avons fini par le vendre. Alors, avez-vous vendu tout le Pubco? Non, nous avons juste vendu la partie sommeil. Comment faites-vous pour emballer une partie d'une entreprise publique puis la vendre? Quelle est la stratégie pour faire cela? C'était vraiment facile car les brevets étaient si différents que l'API pouvait être divisée. À l'époque, ils avaient tendance à simplement acheter de la technologie et à l'intégrer à leur truc. Il s'agissait donc de leur fournir tout le matériel d'ingénierie, notre historique de vente et la propriété intellectuelle. Et donc, c'était une transaction qui n'a pas pris beaucoup de temps. Et c'était, donc, je veux dire, quand vous avez vendu à GlaxoSmithKline en, c'était quoi, 2006, correct? Oui. C'était Breathe Right? D'accord. Une sortie évidemment incroyable. Donc, c'était pour 566 millions que vous avez vendu l'API pour Breathe Right et tout le genre de... et l'entreprise. Et il y avait un autre produit, Fiber Choice. Nous avons lancé les comprimés de fibres à mâcher Fiber Choice pour concurrencer Metamucil. Et cette entreprise se portait bien. À ce moment-là, notre entreprise valait environ 140 millions de dollars et générait beaucoup de profits. Même pour des biens de consommation. Market? Oh, bien, admettons-le. Je veux dire, une bande nasale Breathe Right, nous les transformions en milliards. Et, vous savez, une bande coûtait à ce moment-là 2 centimes et 3 quarts. Oh, mince, d'accord. Alors, Tu avais une marge de 90%, tu sais. Alors, d'accord. Donc ensuite, tu as une sortie incroyable. À ce stade, gardes-tu CNS? Je veux dire, c'est coté en bourse. En théorie,
À ce stade, tu pourrais presque prendre ta retraite et déterminer ce que tu veux faire ensuite. Donc, ton histoire n'est pas terminée. Je sais que tu as lancé une autre entreprise après cette transaction. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ta vie d'entrepreneur? Un succès massif? Désormais, ta marque est connue de tous. C'est un nom familier. Alors, où vas-tu? Que fais-tu ensuite? Je suis retourné à mes jours de fac de médecine pour revoir quelque chose qui me dérangeait vraiment et que j'avais appris là-bas. Et c'était que 75 à 90% de toutes les conditions médicales sont aggravées ou causées par le stress. Et alors je demandais à mes professeurs pourquoi nous ne faisons rien à ce sujet, et ils avaient de bonnes réponses. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je voulais voir si nous pouvions résoudre ce problème. Alors mon partenaire et moi avons dit, tu sais quoi, commençons une entreprise séparée, et nous avons fait cela pendant que CNS fonctionnait encore, tu sais, et c'était l'idée de faisons des recherches, voyons si nous pouvons créer une technologie qui ferait cela, tu sais, et donc nous avons commencé cette entreprise en 97. En fait, même si nous nous appelons Soltech Health en ce moment, vraiment Round River Research Corp doing business as Soltech Health. Alors Soltech, vous avez commencé il y a un moment. Ce n'est pas une nouvelle entreprise, mais une que vous avez fait progresser. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la raison pour laquelle nous l'avons nommé Round River Research, c'est parce que nous savions que cela allait être comme naviguer sur une rivière ronde et que nous allions devoir tourner en rond et en rond pour trouver la solution. Quand vous avez commencé Round River, avant même que nous ne nous lancions ici, vous avez mentionné que la première entreprise que vous avez créée, comme CNS, était radicalement différente dans la manière dont vous l'avez démarrée et exploitée par rapport à Round River, qui s'est finalement transformée en Soltech. Alors, peut-être juste peindre une image de comment vous avez réfléchi à commencer Round River par rapport à quand vous avez commencé CNS, OK? Oui, je veux dire que les deux entreprises sont radicalement différentes, mais avoir l'expérience de la première, surtout ayant été une entreprise publique, levant des fonds comme nous l'avons fait avec les VC et le public en faisant tout ce travail d'ingénierie, le travail du consommateur, la recherche du consommateur, vous savez, tout cela m'a tellement appris que quand nous avons commencé la deuxième, c'était, vous savez, nous allons devoir faire beaucoup de recherches. Gardons l'équipe vraiment, vraiment petite et ne dépensons pas beaucoup d'argent. Vous savez, nous allons investir notre propre argent dans cela parce que nous ne savions pas au début si nous pouvions résoudre le problème ou non. Nous parions contre nous-mêmes, vous savez. En fait, nous avons investi beaucoup d'argent dedans. On pourrait dire par culpabilité, car nous avons beaucoup gagné d'argent. C'était comme, attendez une minute, je suis allé à l'école de médecine. Je ne voulais pas vraiment gâcher cette éducation. Et si c'était vraiment possible? Vous savez, et donc c'était, voyons ce que nous pouvons faire. Allons, vous savez, à bas prix en termes de, vous savez, dépenses, parce que nous allons devoir travailler à cela pendant longtemps, vous savez, avant de faire une découverte. Et c'était vrai. Nous le savions un peu et avons commencé en 1997. Nous n'avons pas eu notre première grande découverte avant 2014. C'est une quantité de temps folle. C'est absolument une quantité de temps folle. Comment une entreprise peut-elle fonctionner pendant 7 ans sans avoir une sorte de découverte ou de produit qui fait « Oh, attendez, non, vous avez dit 2014, donc c'était 17 ans. » Oui, 17 ans. Comment une entreprise peut-elle fonctionner pendant 17 ans sans savoir quel produit elle va vendre? Un taux de combustion très bas, nous ne prenions pas de salaire, donc ne nous payions pas, donc nous avons investi l'argent que nous avions dans une équipe très, très petite. Vous savez, des gens dévoués qui aimaient la mission. Donc, vous savez, nous n'avons pas payé de grosses sommes d'argent. Nous n'avons même pas formé un conseil d'administration pendant longtemps. Et c'était l'un de ces accords où vous ne dépensez pas beaucoup d'argent. Ce type d'entreprise n'aurait pas été possible si vous aviez levé des capitaux risques. Non, parce que... Non, ça aurait été... Eh bien, ces fonds durent 10 ans. Ils avaient terminé leur cycle d'investissement après 6 ans. Ils requièrent une sortie, n'appréciant guère de rendre des comptes aux investisseurs. C'était donc totalement impossible. Maintenant, nous avons pris un peu d'argent vers les dernières années et nous avons commencé à faire un peu de progrès avec certaines des technologies avec lesquelles nous jouions. Nous avions des amis, de la famille et certains investisseurs providentiels qui étaient intéressés. Nous avons alors commencé à obtenir des investissements.
Mais encore une fois, nous avons gardé les dollars bas, nous avons gardé l'évaluation basse, et c'était beaucoup de recherche. C'est un bon résultat. Et est-ce que cela a du sens de la façon dont... Donc, y a-t-il beaucoup d'entreprises? Je ne connais pas cet espace. Beaucoup d'entreprises y sont uniquement concentrées. Uniquement sur la recherche sans revenu. Cela semble être quelque chose qu'une université ferait, pas une entreprise privée en soi. Oui, certaines entreprises privées font cela, mais elles sont généralement financées par des subventions. Ils ont des rédacteurs de subventions qui doivent faire preuve de patience dans leur travail. Donc il y en a un certain nombre qui le font de cette façon. Je manquais de patience pour les demandes de subventions. C'était donc un refus catégorique de ma part. Le payer. Préférez-vous un style d'entreprise plutôt qu'un autre, lever des fonds ou ne pas en lever? C'est facile. Sans besoin de lever des fonds, vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'entreprise. Et donc j'ai fait ça. Mais ensuite, parce que nous sommes une petite entreprise et que nous avons adopté cette stratégie, et je ne voulais pas de VC dans cette entreprise parce que vous ne savez pas quand vous allez vraiment pouvoir commercialiser votre invention. Je ne pouvais pas me permettre de les faire entrer, donc pour moi c'était de rester petit. Je veux dire, je passe encore beaucoup de temps à collecter des fonds, vous savez. En ce moment, je veux dire, c'est vraiment drôle, mais nous le faisons tellement différemment de la façon dont les autres entreprises le font aujourd'hui. C'est comme, vous savez, si vous pouvez faire un dépôt 506C, vous savez, avec la SEC, et cela permet à l'entreprise de commercialiser ses propres actions. D'accord. Et donc, nous avons presque toujours une offre en cours et je suis toujours en train de vendre. Vous savez, je veux dire, nous avons une offre ouverte en ce moment. Hey, Scott, tu veux investir? C'est vraiment bon, oui. Pourquoi pas? Écoute, tu as un historique. Je vais partir. Tu as un historique. Donc, je veux dire, c'est une sorte de... Ce que nous faisons. Mais tu sais, nous n'avons pas été audacieux pour chercher des investissements jusqu'à ce que nous sachions que nous avions quelque chose. Après notre découverte, il fallait déterminer la meilleure façon de la commercialiser. Parce que même depuis le moment où nous avons fait une découverte jusqu'à maintenant, cela fait 10 ans, et nous lançons enfin le produit et le mettons sur le marché. Il restait donc encore tant de travail à faire, et nous avons tellement appris en cours de route, ce n'était donc pas qu'une seule découverte. Nous avons probablement fait 10 découvertes significatives, chacune d'entre elles aurait pu donner lieu à une série de publications médicales. Mais nous sommes une entreprise et nous devons rendre des comptes à nos actionnaires. Cela s'est donc transformé en un énorme investissement en propriété intellectuelle. Parce que, en fin de compte, lorsque vous vendez une entreprise, tout est question de pays. Et donc, vous savez, quand j'ai réalisé ce que nous avions, particulièrement en 2018, d'accord, nous avions poussé la technologie assez loin pour réaliser que la même partie du système nerveux que nous devions stimuler pour réduire le stress est la même, c'est le pacemaker du sommeil profond. Et donc, c'était une révélation fascinante. J'ai d'abord appelé Marty, un ami dirigeant un laboratoire de sommeil, pour lui dire que je devais apporter ça. Nous devons faire du travail pour regarder cela et voir ce que ça fait. Je pense que nous stimulons le sommeil naturellement en termes de pacemaker réel, pas comme un somnifère où vous ne causez pas le sommeil, vous causez la sédation. Cela affecte le cortex? Le pacemaker est dans le tronc cérébral. C'est dans la partie reptilienne du cerveau, et vous avez peut-être entendu parler du système nerveux autonome, soit la fuite versus le repos et la digestion. Eh bien, c'était la partie repos et digestion, la division parasympathique. Et nous avons dû traiter cela. Nous avons fini par utiliser une technique qui n'avait jamais été prouvée. C'était hypothétique. On l'appelait donc l'entraînement. Nous devions amener cette partie du système nerveux à réagir à un stimulus externe sûr, et donc penser à l'entraînement comme à 2 diapasons accordés à la même fréquence. Vous commencez par l'un et vous ne touchez même pas l'autre. Vous le rapprochez simplement et puis l'autre commence à vibrer parce que les molécules d'air le font. Nous avons donc dû faire pareil, mais évidemment pas avec de l'air. Le cerveau fonctionne de manière électrochimique, avec une partie électrique intéressante. Donc si nous pouvions obtenir des ondes électriques, vous savez, qui sont essentiellement des ondes magnétiques pour interférer à la bonne fréquence, vous savez, nous pourrions probablement stimuler cette partie du système nerveux, et nous l'avons fait, vous. Découvrez comment y parvenir. Ensuite,
Nous avons réalisé que cela dépend du stade de sommeil, car il en existe différents. Heureusement, j'avais tout ce bagage. Vous savez, nous avons été pionniers dans le SNC, l'automatisation des diagnostics du sommeil. J'avais écrit ce logiciel pour ça. Ouais. Vous savez comment savez-vous que, comme non, je suis désolé, je suis juste tellement curieux, comment avez-vous parlé? Parce que c'est tellement intéressant, comment les deux entreprises que vous avez construites jouent ensemble très bien. Mais comment avez-vous découvert que le stress est lié au sommeil? Parce que c'était, je veux dire, évidemment des années de recherche, mais quelle était la découverte qui vous a fait comprendre que si nous avons cet appareil qui stimule, je ne vais pas me souvenir de tous les termes médicaux que vous venez de mentionner, donc je ne vais même pas essayer. Mais s'il a un appareil qui stimule cette partie particulière du cerveau qui induit un vrai sommeil et non juste une sédation, alors cela a un effet en aval sur vos niveaux de stress. Parce que le stress, je pense d'un point de vue profane, est basé sur le cortisol à un certain degré, mais aussi sur le système nerveux sympathique et parasympathique et comment ces deux systèmes interagissent ensemble. Donc, je veux dire, il se passe beaucoup de choses là-bas. Et c'est juste intéressant comment vous avez découvert que la chose à laquelle vous avez consacré vos premières, vous savez, quel que soit le nombre d'années, vous donne beaucoup d'informations qui vous aideront à construire la deuxième chose qui résout réellement le stress chez les gens. C'était très facile car nous l'avons fait fonctionner pour le stress. Vous savez, une fois que nous avons fait la découverte clé, lorsque nous avons commencé à le tester sur des personnes, elles s'endormaient. C'est tellement drôle. Nous avons convenu que je connaissais la partie du système nerveux que nous affections. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches dans la littérature et j'ai trouvé ces articles qui avaient identifié « Hey, c'est vraiment le pacemaker du sommeil ». Et donc, d'accord, très bien, tout s'est parfaitement bien ajusté. Nous avons donc commencé ces tests et Travailler à travers toutes ces choses. D'accord. Cet appareil est donc un pacemaker du sommeil. Il déclenche quelque chose. Et ensuite, vous vous endormez et cela aide évidemment à votre stress. Entrons réellement dans les mécanismes du stress et du sommeil dans une seconde. Avant de faire cela, c'est intéressant car vous avez mentionné IP et propriété intellectuelle. Parlez-moi donc d'un point de vue commercial parce que nous pouvons ensuite nous éloigner un peu du business pour une seconde. Mais d'un point de vue commercial, lorsque vous construisez une entreprise, je ne pense pas que beaucoup d'entrepreneurs en herbe pensent à l'API, la propriété intellectuelle, la marque déposée, tout cela parce que c'est coûteux et prend du temps et vous avez besoin d'aide juridique pour le faire. Vous cherchez donc à comprendre comment gagner votre premier dollar. Mais parlez-moi de l'importance de l'API et de la propriété intellectuelle dans une entreprise et comment vous la défendez parce que vous avez fait cela quelques fois. la propriété intellectuelle est essentielle pour toute entreprise prospère, surtout quand vous débutez en tant que petite entreprise. Sans pays, n'importe qui peut entrer, copier ce que vous avez fait, et s'ils ont les ressources financières, vous êtes fini, c'est terminé. Vous savez, donc, sans pays, je ne sais pas comment vous évaluez une entreprise, même si elles ont des revenus. Si elles n'ont pas de pays, une plus grande entreprise arrive, les copie et les élimine du marché. Donc, pour moi, l'API a toujours été la pierre angulaire, et donc, quand j'ai réalisé ce que nous avions en 2018, j'ai trouvé, vous savez, nous avions déjà un cabinet de brevets, mais je voulais plus que ça. Je voulais un génie du brevet, vous savez. Et donc, j'en ai trouvé un, vous savez, et je suis sorti et l'ai rencontré. Il était sur l'île de Bainbridge, au large de Seattle. Et il dit, regarde, si je te prends sous mon aile, comme client, dit-il, je fais venir une équipe d'ingénieurs et je fais 6 mois de recherche sur ce que vous avez parce que les brevets concernent tous la section de divulgation parce qu'il dit qu'il faut regarder un brevet comme s'il s'agissait d'une machine à remonter le temps. Et si vous mettez toutes ces informations dans la section de divulgation, vous pouvez continuer à revisiter ce brevet pendant les 20 prochaines années et créer des demandes de continuation qui prolongent la durée de vie du brevet. Et il dit que ma stratégie est tout sur la divulgation, et essayer d'imaginer l'avenir. Et j'adorais ce que ce gars disait. Cela avait tellement de sens. Nous avons donc développé une équipe IP. Et ce gars que j'ai mis en charge de l'équipe IP, j'ai dit, je continuerai à vous nourrir d'idées basées sur ce que je vois cliniquement et comment je pense que ça fonctionne. Vous faites la recherche. Et ce gars était un expert mondial en brevets. Je veux dire, c'est l'inventeur de la technologie OnStar de General Motors. Mais après, il est parti et a fait plein d'autres choses.
Il possède 19,7% de toute la propriété intellectuelle sur les véhicules autonomes qu'il a licenciés aux 22 principales entreprises automobiles du monde. D'accord. Et il poursuit et défend ses propres brevets. Je veux dire, ce gars est brillant. Et donc, vous savez, en gros, j'ai juste dit, vous êtes en charge de ça. Nous allons simplement payer la facture. Et donc nous avons dépensé une fortune avec lui, mais il adore apprendre. Il est maintenant partiellement retraité, vous savez. Nous sommes l'un de ses 2 clients. L'autre est son enfant, vous savez. Et donc, vous savez, lui et moi avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé ensemble pendant 6 ans, vous savez, à développer un portefeuille de propriété intellectuelle colossal. Et c'est la valeur actuelle de notre entreprise. En tant qu'entreprise, beaucoup se concentrent sur le revenu. Mais vous venez de mentionner un point très intéressant. Si vous gérez correctement votre pays, la licence de cet pays pourrait être une source de revenus. Exact. Et cela pourrait être toute l'entreprise. Oui. Eh bien, et je vous ai compris. Et quand nous avons commencé à regarder notre technologie, nous avons réalisé, oh mon Dieu, vous savez, revenez aux 75 à 90% de toutes les conditions médicales sont soit aggravées par, soit causées par le stress. Eh bien, d'accord. Nous pouvons donc aller à la Food and Drug Administration pour obtenir des revendications sur tous ces éléments. Vous avez une entreprise médicale gigantesque. Nous avons même montré que cela fonctionne pour des conditions non liées au stress, comme la neuropathie périphérique diabétique. Il y a 200 millions de personnes dans le monde avec ce problème. Non seulement nous supprimons la douleur, mais nous régénérons aussi les nerfs. La sensation commence donc à revenir. Personne n'a été capable de faire cela. Ainsi, en considérant uniquement ce marché, il serait possible d'octroyer une licence à chacune de ces sociétés, où nous pourrions diviser le brevet de telle manière que nous pourrions vendre cette partie de l'entreprise. Nous pouvons vendre la partie consommateur juste pour financer la recherche médicale, et l'entreprise médicale va valoir beaucoup plus que le côté consommateur. Combien coûte le passage par ce genre de processus pour obtenir les IP et les brevets et tout mettre en place correctement? Eh bien, nous avons dépensé une somme d'argent démesurée dans ce domaine simplement parce que tout cela est tout nouveau et nous voulions encapsuler, nous voulions essentiellement avoir un monopole sur ce domaine, donc nous avons dépensé des millions. Nous avons environ 3 millions de dollars sur cela. 3 millions, oui, et c'est considéré, je ne sais pas ces jeux, c'est considéré comme beaucoup, c'est comme le haut du spectre pour l'IP. Pour une start-up, vous savez, une petite entreprise, c'est une somme énorme. Pour une grande entreprise, ce n'est pas une grosse affaire, mais ouais, bien sûr. Mais pour une entreprise comme la nôtre, c'est une affaire importante. Si vous avez un message pour les entrepreneurs qui cherchent à construire quelque chose en ce moment, mais peut-être qu'il y a moins d'inventions impliquées dans l'entreprise qu'ils construisent, sur quels aspects devraient-ils se concentrer? Sur le dépôt de marque ou le brevetage plus que d'autres? Si je pense à une entreprise qui développe un logiciel, par exemple, recommandez-vous qu'ils brevettent même leur code? As-tu quelque chose que les gens feraient? Vous pouvez breveter votre code ou le garder comme secret commercial si vous pensez que les autres du domaine auront du mal à le comprendre. Mais vous voulez l'enquêter, vous savez. Ou, vous savez, l'autre chose est d'avoir une sortie au cas où vous ne pourriez pas réussir sur le marché. Sachez qui seront les acheteurs et apprenez à les connaître afin qu'ils soient au courant de vous. Et vous savez, s'ils vous font la bonne offre, considérez-la. C'est aussi un autre point que je pense que, vous savez, vous avez mentionné à nouveau avant que nous ne réprimions l'enregistrement. Excusez-moi. Vous parlez à beaucoup d'entrepreneurs et je parle aussi à beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est définitivement différent pour un entrepreneur qui fait cela pour la 2e fois. Mais je pense qu'un entrepreneur débutant se focalise surtout sur le développement. Beaucoup de ceux à qui je parle ne connaissent pas leur acheteur. Ils ignorent donc le plan de sortie, que ce soit une stratégie, une vente à une société de capital investissement ou une introduction en bourse. Et en tant qu'investisseur, c'est incroyablement effrayant parce que vous voulez savoir quand vous allez récupérer votre argent. Mais quand vous construisez une entreprise, quel est simplement un conseil de ce que vous construisez actuellement lorsque vous pensez à un plan de sortie ou à une stratégie de sortie qu'un entrepreneur en phase de démarrage pourrait apprendre? Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment j'ai réfléchi à notre sortie pour cette entreprise afin que vous l'appréciez. Je crois voir les pièces, OK? Nous avons un système qui a quelques composants.
nous avons ce générateur magnétique qui va sous le lit, d'accord? Il génère les fréquences voulues pour différents processus comme augmenter le sommeil profond, ce qui est possible. Nous pouvons restaurer le sommeil profond que les gens perdent avec l'âge, d'accord? Encore une fois, c'est une première, d'accord? Vous avez ce générateur. Nous avons développé notre propre dispositif portable pour examiner la variabilité de la fréquence cardiaque dans le domaine de la fréquence, pas seulement dans le domaine du temps, afin de mieux comprendre et affiner les instructions données au générateur. C'est donc un système de rétroaction en boucle fermée. Notre dispositif portable en temps réel indique au générateur d'envoyer des fréquences spécifiques lorsqu'une personne entre dans un sommeil profond. D'accord, donc il y a un dispositif portable, évidemment, il y a une application, vous savez, et vous devez être compatible iOS et, vous savez, Android. Et nous avons une base de données cloud pour stocker toutes les données, ce qui permet d'effectuer des recherches. Vous avez donc 4 composants distincts ici. Eh bien, de ces composants, lequel est le plus pertinent pour les autres entreprises qui pourraient être intéressées par nous? Et ce seraient les entreprises de wearable, n'est-ce pas? Et donc, nous avons fait des recherches sur pourquoi les entreprises de wearables sont dans ce secteur. Vous savez quelle est la principale raison? Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises de wearables et elles vont et viennent, mais qui sont celles qui vont gagner sur le long terme, d'accord? Parce que vous savez, parce que nous pouvons fabriquer notre générateur, nous avons fait assez de recherches maintenant pour rendre notre générateur indépendant des wearables. D'accord, et c'est tout ça, et c'est la partie clé. Et donc, si nous voulons nous associer à certaines entreprises de wearables, vous savez, nous pourrions laisser leur wearable faire fonctionner notre générateur, d'accord? Et nous avons déjà identifié une relation avec Best Buy. Vous savez, leur siège est ici. Nous savons qu'ils sont, vous savez, des dirigeants. Et donc, vous savez, ils voulaient adopter notre produit parce qu'il était nouveau. C'était électronique. Ils aiment s'impliquer dans des choses liées à la santé. Et donc, vous savez, je suis allé vers eux et j'ai dit, regardez, vous savez, nous pensons à rendre le générateur indifférent à ce qui est portable. Et vous savez, vous voulez faire quelques présentations pour nous et ensuite vous pouvez regrouper cela, vous savez. Et ils ont dit, oui, bien sûr. Nous avons donc effectué une recherche sur les entreprises de wearable et les avons analysées. Nous avons demandé qui sont les 4 principales entreprises de wearable. Et il s'avère que ce sont Apple, vous savez, Samsung, Xiaomi et Huawei, 2 entreprises chinoises. Et puis vous dites, qu'est-ce qui est commun parmi ces entreprises? En résumé, sont-ils présents dans l'Internet des objets uniquement pour ce domaine? Parce que ce sont des entreprises gigantesques et leurs revenus et bénéfices provenant des objets connectés y sont inclus. Ils ne sont qu'une erreur d'arrondi sur leur compte de résultats. Et donc ensuite, vous vous dites, il y a une autre raison pour laquelle ils sont dans l'industrie des objets connectés. Sans surprise, ce sont les 4 plus grands fabricants mondiaux de smartphones. Et une fois qu'un consommateur connecte l'objet connecté à son smartphone, il est moins susceptible de, vous savez, changer pour un autre smartphone. En somme, leur but est de préserver les parts de marché d'une société bien plus importante. Donc, tout de suite, ce que cela vous dit, c'est que, mon Dieu, ces autres entreprises de wearable sont en difficulté parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays associés à un wearable. Et donc, vous regardez cela et vous vous dites, ces grandes entreprises peuvent dépenser plus que toutes ces petites entreprises. 1000%, oui. Si vous regardez les petites entreprises publiques, vous pourriez envisager de vendre leurs actions à découvert, car on peut se demander combien de temps elles pourront concurrencer les autres entreprises. Et donc, ce qu'ils ont, certains d'entre eux ont essayé de faire, c'est de créer des petites applications de niche, vous savez. Je veux dire, je pense que le plus intelligent est des Garmin parce qu'ils ont un type de client sélectionné et ils vont être fidèles à Garmin, donc ils vont acheter un appareil portable Garmin. Mais vous regardez certains des autres, regardez Fitbit. Même si... Donc, vous savez, Alphabet aurait pu mieux intégrer cela dans le téléphone Google. Ils ne l'ont jamais fait. Et ils ont acheté Fitbit tôt dans le processus. Ils ont prétendu que c'était dans le but d'avoir plus de données car à ce moment-là, Fitbit avait environ 28 millions de clients. Mais si vous regardez les nouvelles entreprises qui se sont lancées dans ce domaine ces 5 à 10 dernières années, le nombre d'utilisateurs est de quelques millions seulement. Donc c'est comme... Où vont-ils vraiment aller? Mais c'est intéressant parce que je connais certaines des entreprises qui ont été créées ces dernières années et elles essaient de rivaliser avec les géants
les colosses. Et quand vous regardez votre stratégie, ce que vous dites, c'est que vous n'allez pas essayer de rivaliser avec ces colosses. Je vais trouver un moyen de m'intégrer à l'écosystème parce que maintenant, je comprends pourquoi les objets connectés font même partie de leur écosystème. Et c'est ma sortie stratégique ou mon acheteur stratégique. Du côté du consommateur, oui. 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 Vendrions-nous la partie consommateur de l'entreprise? Oui. Parce que nous obtenons beaucoup d'argent pour cela, et ensuite, nous n'aurions pas à lever plus d'argent et à diluer notre participation d'actionnaire et à financer les choses médicales, et probablement prendre les choses médicales comme une introduction en bourse tôt. Ainsi, nos actionnaires bénéficieraient d'une liquidité totale. Oui, c'est intelligent. C'est très, très intelligent. Et je veux dire, aussi, si vous continuez à réinvestir dans le matériel médical, je suppose que vous pouvez le licencier à quiconque achète le matériel grand public parce qu'ils vont vouloir continuer à progresser. De nombreuses entreprises médicales se spécialisent dans divers domaines. Vous pourriez proposer de licencier votre produit pour traiter la dépression à l'une d'entre elles. Et vous pourriez avoir une neuropathie périphérique diabétique, et vous pourriez avoir de l'asthme, et vous pourriez avoir des migraines, vous pourriez avoir, vous savez, un trouble déficitaire de l'attention, un trouble déficitaire de l'attention H. Vous savez, la liste est longue et longue et longue. Je souhaite approfondir la science du stress et du sommeil. Je pense que ce sera vraiment intéressant d'en discuter, mais voici quelques dernières réflexions sur l'aspect commercial. Alors, où va cette entreprise? Où voulez-vous la voir aller à l'avenir? Sur quel progrès en cours travaillez-vous actuellement qui vous enthousiasme? Et puis parlons de certaines des sciences sous le capot. Oui, je veux dire, j'ai mentionné DPN et nous avons déjà eu des discussions préliminaires avec la Food and Drug Administration. Nous allons donc suivre ce processus pour obtenir l'autorisation de la Food and Drug Administration à ce sujet. Et c'est bien. Et puis il y a d'autres conditions neurologiques qui sont en quelque sorte liées en termes de physiopathologie. Mais l'une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est que nous pouvons restaurer le sommeil profond que nous perdons avec l'âge. Le sommeil profond est le stade le plus important du sommeil parce que, essentiellement, il restaure le corps chaque nuit. Donc c'est certainement le moteur clé en termes de réparation cellulaire, de régénération cellulaire, voire de réparation de l'acide désoxyribonucléique, vous savez, sans parler de la régulation du système endocrinien et du renforcement du système immunitaire, d'accord? Et c'est vital. Quand vous regardez un graphique qui vous montre combien vous perdez de sommeil profond, combien vous en perdez avec l'âge, et que vous comparez ce graphique au nombre de maladies chroniques que vous accumulez avec l'âge, vous avez littéralement une corrélation inverse. Wow, donc vous pouvez dire, en regardant en dehors du fait que tout le monde sur Terre, chaque être humain perd du sommeil profond en vieillissant, vous pouvez regarder le graphique du sommeil profond de quelqu'un et vous pouvez découvrir comment toutes les autres choses dans leur vie se passent en fonction de la quantité de sommeil profond qu'ils obtiennent. Pratiquement oui, je veux dire, c'est un indicateur très primaire et vous savez, certains affirment que c'est aussi un indicateur de longévité et se demandent si cela pourrait inverser le vieillissement dans une certaine mesure. Je ne peux pas répondre à cette question, mais vous savez, il y a beaucoup d'hypothétiques, vous savez, des preuves qui suggéreraient que c'est une possibilité. Ouais, parce que tout le monde s'intéresse, là, tout le monde s'intéresse au biohacking, à la longévité et à l'inversion du vieillissement maintenant. Et là, il y a tellement, pas des gadgets, mais des choses que les gens essaient, mais il semble que c'est la première chose sur laquelle vous devriez vous concentrer. C'est votre sommeil profond. En outre, considérez cela sous un autre angle. Je ne peux pas promettre que vous vivrez jusqu'à 120 ans en utilisant notre équipement pour rétablir votre sommeil delta, votre sommeil profond. Mais vous savez, disons que vous allez mourir à 90, vous savez, ou si cette chose vous permet de vivre jusqu'à 95, ces 5 années supplémentaires en valent-elles la peine? Et je dirais qu'elles ne valent la peine que si vous pouvez être en bonne santé pendant ces 5 années. Je veux dire, si vous me donnez le choix, vivre sans aucune maladie jusqu'à mes 90 ans et ensuite mourir, ou vivre jusqu'à 95 ans et accumuler ces maladies, je choisirais la première option. Non, je prendrais plutôt 90 belles années. Vous pourriez avoir les 5 dernières années. Et savons-nous pourquoi le sommeil profond se détériore ou se raccourcit avec l'âge? Non. N'est-il pas intéressant que cela arrive? Une sorte de ces horloges biologiques dont, vous savez, vous vous demandez. Mais maintenant, nous pouvons le renverser et nous pouvons le renverser naturellement. En d'autres termes,
nous ne le faisons pas d'une certaine manière pour affecter le cortex cérébral pour créer des ondes delta qui sont associées au sommeil profond parce que nous migrons à travers tout le circuit du sommeil, ce qui affecte tout le cerveau et a des effets secondaires sur des choses comme le système immunitaire, le système endocrinien, la réparation cellulaire, la régénération cellulaire. Je parlais à Brian Dawkins l'autre jour. Vous savez, l'ancienne aigle, vous savez, son intronisé au Hall of Fame, vous savez, et il dit, pourquoi n'avez-vous pas inventé cela quand j'étais dans la vingtaine? Parce que je sentais déjà une détérioration quand j'ai atteint la trentaine. J'ai dit, eh bien, Brian, tu as raison. J'ai dit, tu commences à perdre le sommeil profond dans la vingtaine et cela progresse jusqu'à ce que tu aies 90 ans et tu n'en as plus. Les cycles de sommeil ou les étapes du sommeil sont, je suppose, le sommeil léger, le sommeil profond, qui est, comme tu l'as dit, delta. Et puis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le mouvement rapide des yeux, le sommeil de rêve. Donc, c'est le sommeil de rêve, d'accord. Si vous examinez le sommeil et que vous le divisez, vous passez environ 25% de votre temps de sommeil, pas le temps au lit. En effet, il y a une distinction, car vous passez beaucoup de temps éveillé au lit. Disons typiquement 1 heure, d'accord? Donc, si vous regardez juste le temps de sommeil, votre temps en sommeil paradoxal, le sommeil mouvement rapide des yeux est d'environ 25%. Et le pourcentage de temps que vous passez dans ce qu'on appelle le non-mouvement rapide des yeux qui est léger et profond est de 75%. Donc environ 50% est léger et 25% est profond. Si tu es un 20 ans normal, d'accord? C'est un 20 ans normal. Mais alors, avec le temps, votre sommeil profond devient de plus en plus léger, donc il n'est plus profond. Votre sommeil léger s'allège progressivement. Votre sommeil devient donc plus fragmenté, avec plus de temps passé éveillé, et donc il n'est pas près d'être aussi réparateur qu'il l'était. Et nous avons approfondi tout ce sommeil non-mouvement rapide des yeux pour que vous vous sentiez mieux le lendemain et pour avoir évidemment les bénéfices pour la santé. Et juste pour lier cela, donc, lorsque vous approfondissez le sommeil profond, cela impacte beaucoup de choses, mais comment cela impacte-t-il vos niveaux de stress et votre système nerveux et votre cortisol? Vous l'avez mentionné, cela affecte également votre système endocrinien, vous avez mentionné. Oui, le système endocrinien, toutes vos hormones. Et c'est toutes vos hormones, n'est-ce pas? Donc peut-être en montrant des pourcentages ou des chiffres ou une sorte de quantifiable pour que les gens comprennent comment ce sommeil profond impacte directement votre stress. Eh bien, souvenez-vous que nous parlons de la même zone du système nerveux. Oui, d'accord. Numéro 1. Numéro 2, je suis sûr que vous avez entendu parler du terme neuroplasticité. Bien sûr. Ouais. Donc votre cerveau, pendant que vous apprenez, votre cerveau forme de nouvelles voies neuronales. Exactement. D'accord. Quand j'étais en formation en neurologie, ce concept n'existait pas. C'est vraiment au cours des 30 dernières années environ que les gens ont réalisé « Hé, attendez 1 minute, le cerveau est dynamique ». Eh bien, parce que nous soutenons et influençons cette partie primitive du cerveau qui a des connexions dans tout le cerveau, cela restaure toutes ces zones. Comme lorsque nous restaurons le sommeil profond, cela ne se produit pas la première nuit où vous l'utilisez. Si vous avez déjà les circuits en place quand vous avez 20 ans, oui, vous allez obtenir un effet très rapidement. Mais si vous avez entre 50 et 70 ans, vous avez déjà perdu 60 à 70% de votre sommeil profond, même dans la quarantaine avancée. Donc, vous savez, vous devez faire repousser ces circuits. Donc, en fonction de votre âge et de l'état de votre cerveau, cela va vous prendre, vous savez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et cela continue. Vous savez, cela continue de s'améliorer en termes de votre sommeil profond. Premièrement, reconnaissez que cela se produit grâce à la neuroplasticité. D'accord. Maintenant, j'ai expliqué tout cela en relation avec le sommeil, mais ce sont les mêmes circuits liés au stress. C'est que vous êtes éveillé et conscient et vous pouvez sentir ce qui se passe dans votre corps. Et quand vous pouvez ressentir ces changements, vous savez, les humains sont très doués pour recréer des états de sentiment. Et donc ensuite, vous apprenez ce que ça fait d'avoir un stress réduit. Parce que la plupart des gens ne savent pas. Si vous demandez à quelqu'un « Savez-vous ce que ça fait d'avoir 0 stress ?» « Oh non, j'ai toujours un peu de stress. Vous savez, je sais où j'en suis. Et je suis juste, vous savez, je suis un peu comme ça, vous savez. » Les gens ne savent pas jusqu'à ce qu'ils commencent à expérimenter. Des niveaux de stress de plus en plus bas et des niveaux de relaxation profonds, c'est comme « Attendez 1 minute, c'est ainsi que je devrais fonctionner. » Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu
Tu fonctionnes de manière optimale lorsque ton stress est faible car tu es alors réceptif. C'est le moment idéal pour prendre d'excellentes décisions commerciales. C'est à ce moment-là que tu peux sentir tes tripes te crier « Non, non, ce n'est pas le mauvais chemin. C'est le bon chemin. » D'accord. Donc c'est ainsi que les deux sont interdépendants. Vous faites repousser le circuit, vous exploitez ce circuit, vous apprenez ce que cela fait et vous le faites aussi pendant la journée. Moi, j'ai des gens qui ont un système sous leur lit, ils n'ont pas envie de le déplacer, alors ils en achètent un autre sous leur bureau et ils l'allument pendant la journée, pendant qu'ils font leur travail et ils ressentent les effets. Si vous aviez simplement le système sous votre lit qui vous aide à avoir un sommeil profond et à favoriser la neuroplasticité et à régénérer les choses qui se détériorent avec le temps, alors vous réduisez votre niveau de stress de base. Mais dès le réveil et l'éloignement de cet environnement, vous l'augmentez à nouveau. Donc, vous devez trouver un moyen de dormir et quand vous êtes éveillé, vous devez trouver un moyen, je suppose, éveillé pour en quelque sorte profiter de ce niveau de stress réduit que votre sommeil profond vous permet d'avoir. Nous combinons ces fonctions dans notre application en ce moment. Nous aurons une mise à jour dans quelques semaines où il y aura un choix détendu pour dormir. Donc, il exécute une relaxation, session. Et puis, à la fin de cela, il passe automatiquement à une session de sommeil parce qu'il y a de bonnes chances que vous vous soyez déjà endormi. Vous profitez donc des bienfaits de la relaxation. Ressentez-le, laissez-vous aller, puis cela devient votre session de sommeil habituelle. Car les autres méthodes utilisées pour s'endormir, alors ils disent « Éteignez votre téléphone 10 minutes avant d'aller au lit ou 1 heure avant d'aller au lit. Ne mangez pas trop tard et évidemment pas de caféine. Tout cela aide, mais l'impact sera différent. » Oh Dieu, non. Non. Nous recommandons que tous ces conseils d'hygiène du sommeil soient bons. Ils sont tous bons, ils sont tous bénéfiques, mais cela soutient en fait les mécanismes qui sous-tendent le sommeil et le stress. Comment ce dispositif et le sommeil profond, comment cela joue-t-il dans la réparation cellulaire, la régénération cellulaire, même je suis, supposant comme des maladies cognitives ou un déclin cognitif également, Alzheimer, démence. Les avantages influencent évidemment l'ensemble de votre corps. Nous n'avons donc pas à passer en revue chaque chose qui peut arriver aux gens. Ces deux éléments m'intéressent particulièrement, car la maladie d'Alzheimer et la démence sont présentes dans ma famille. Mais deuxièmement, je pense que les dommages cellulaires, vous en avez parlé auparavant, sont également un point vraiment intéressant sur la façon dont le sommeil profond impacte cela. Vous pourriez donc aborder ces deux aspects. D'accord. Eh bien, quand vous y pensez et que vous grandissez, vous passez par la dégénérescence cellulaire, la réparation cellulaire, la croissance cellulaire. Et l'une des choses très notables dans votre système endocrinien avec la croissance est l'hormone de croissance. D'accord, il sert cette fonction. Et cela se produit pendant le sommeil profond. D'accord. 70 à 80% de votre hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil profond. Et donc, vous savez, puisque vous perdez le sommeil profond, vous perdez évidemment cette fonctionnalité. La question est, pouvons-nous restaurer les niveaux d'hormones de croissance en augmentant le sommeil profond? Nous devons agir, car nous constatons un effet. D'accord. Nous n'avons pas réellement mesuré les niveaux d'hormones de croissance, donc je ne peux pas vous le dire de manière définitive, mais nous savons qu'avec le sommeil profond, les gens sont, vous savez, physiquement restaurés à une bien plus grande échelle. La réparation et la régénération cellulaire font donc partie intégrante du processus. Du processus de sommeil profond, d'accord? Et vous savez, regardez, est-ce que la médecine actuelle connaît tout sur chaque type d'hormones et chaque type de produit chimique dans votre corps? Pas du tout. Nous découvrons ce genre de choses quotidiennement. Il y a donc tous ces mécanismes en jeu, et nous savons qu'ils sont en jeu pendant le sommeil profond et les différentes phases du sommeil, d'accord? Nous pouvons donc restaurer le sommeil profond, ce qui démontre notre effet. Nous voyons les effets, vous savez, en journée en termes de niveau de restauration et de santé des gens. Nous savons donc que c'est un problème hormonal majeur. De l'autre côté se trouve le système immunitaire. Le système immunitaire surveille constamment chaque cellule de votre corps. Le développement d'un cancer ou d'une infection est-il possible? Avez-vous suffisamment de globules blancs? Vos cellules souches font-elles ce qu'elles doivent faire pour combattre les problèmes? Tout cela se produit et nous savons que nous le renforçons parce que, encore une fois, c'est un problème de sommeil profond réparateur. C'est vraiment essentiel. On constate moins d'infections,
Vous savez, je ne peux pas parler du cancer parce que nous n'avons pas les données pour en parler, mais ce sera intéressant à voir. Mais je m'attendrai à ce qu'avec le temps, cela ait un certain effet, car le système immunitaire s'améliore et votre corps peut naturellement guérir et détecter ces choses. Donc je regarde ces choses et je dis oui, il y aura des ramifications larges avec cette technologie. Vous devez vous souvenir, nous ne développons pas un produit ici. Nous lançons une industrie entière avec cette technologie. Et puis vous avez mentionné la démence. Il y a un débat sur ce qu'on appelle les protéines tau dans le système nerveux, dans les neurones qui sont associés à la maladie d'Alzheimer. Et nous savons que le sommeil profond permet à ces protéines d'être nettoyées des cellules. Et donc, si c'est vraiment vrai, vous savez, en favorisant un sommeil plus profond, alors nous devrions éliminer ces déchets. Et donc, nous devrons voir avec le temps si cela diminue ou non, vous savez, la maladie d'Alzheimer. Peut-il inverser les effets? Peut-il l'implanter? Nous avons des décennies de recherche devant nous pour comprendre tous ces phénomènes. Mais c'est la première chose qui doit être résolue avant que nous puissions commencer à étudier tous les effets positifs potentiels d'avoir un sommeil plus profond à un âge beaucoup plus avancé. Eh bien, vous voyez, je veux dire, les gens nous appellent en disant « et ceci s'améliore et cela s'améliore ». Vous savez, je ne peux pas nommer ces choses à ce stade parce que ce serait une revendication médicale, mais nous savons que cela se produit à cause de ce que nous faisons pour le sommeil non-mouvement rapide des yeux. Incroyable. Je suppose alors qu'une question très simple est combien de sommeil est... J'ai 2 questions sur ce sujet très excitant. Je trouve cela fascinant. Tout d'abord, de combien d'heures de sommeil avez-vous réellement besoin? Parce que quand quelqu'un dit 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, je suppose qu'ils essaient de créer une quantité totale de sommeil où vous obtenez réellement le sommeil profond qui vous bénéficie dans ce laps de temps. Parce que si vous pouviez garantir que 10% de votre sommeil est un sommeil profond, alors je ne pense pas que vous ayez besoin des 8 ou 9 heures recommandées parce que vous obtenez le sommeil profond qui bénéficie réellement à votre corps, ce qui semble vraiment être le type de sommeil le plus important que vous obtenez. Vous soulevez un point vraiment intéressant. Vous savez, d'un point de vue évolutif, si le sommeil profond est le stade le plus important, vous vous attendriez à ce que vous obteniez votre sommeil profond plus tôt, n'est-ce pas? Pendant votre sommeil, au cas où vous vous réveilleriez. Et en effet, c'est ce qui s'est passé en termes d'évolution. Donc, presque tout votre sommeil profond se produit dans la première moitié de la nuit. Alors, la question est, eh bien d'accord, donc si j'ai eu tout le sommeil profond dont j'avais besoin dans les 4 premières heures, est-ce tout ce dont j'aurais besoin? Et je dirais non, parce que les autres étapes confèrent également des avantages. Comme vous obtenez la majorité du sommeil profond tôt et du sommeil de rêve plus tard, ce dernier est bénéfique pour les émotions et la mémoire, tout comme le sommeil léger. Il y a donc une certaine quantité de sommeil dont vous avez besoin pour la santé. Il y a eu de nombreuses études à long terme qui ont été menées impliquant des dizaines de millions de personnes. Ce sont donc de grandes études qui ont été menées sur 20-30 ans pour déterminer quelle quantité de sommeil est la meilleure. Et ils n'ont pas vraiment déterminé quelle est la meilleure quantité, mais ils ont déterminé la quantité minimale de sommeil et est nécessaire pour prévenir les maladies majeures ou pour réduire l'incidence des maladies majeures. Et ce que cela a montré, c'est que 6 heures semblent être la limite. Cependant, voici la mise en garde. Toutes ces études ont été réalisées sur de nombreuses années avant qu'il n'y ait aucun type de test à domicile comme nous en avons maintenant avec les appareils portables. Donc, la plupart des gens enregistraient le temps passé au lit et vous êtes éveillé environ 1 heure quand vous êtes au lit. Donc, la vraie réponse est-elle 5 heures pour prévenir la maladie? Je ne sais pas, mais je soupçonne que c'est quelque part entre 5 et 6 heures de sommeil pour le faire absolument. Notez que certains ont des besoins plus importants que d'autres. Je ne suis pas un gros dormeur, mais l'un de mes enfants dort régulièrement 10 heures et je suis content avec 6. Vous savez, je fonctionne très bien. 6. C'est donc la plage typique que nous observons dans la population. Donc certaines personnes ont besoin de plus et d'autres de moins, mais si vous pouvez obtenir ce sommeil delta, ce sommeil profond tôt, vous serez en bien meilleure forme. Et puis je suppose que l'autre question que j'ai à ce sujet est que
Tout le monde porte un anneau Aura en ce moment pour regarder l'heure où leur score de sommeil est important. Le score de sommeil est crucial, quel que soit l'appareil utilisé. Quand vous regardez le score de sommeil, est-ce que cela mesure le sommeil delta ou est-ce que cela mesure la mauvaise chose? Vous savez, différents appareils portables ont différents types de mesures. Ouais. Et vous devez vous rappeler qu'ils ne mesurent pas ce que vous mesurez dans un laboratoire de sommeil. Donc le niveau de précision n'est pas de la qualité d'un laboratoire de sommeil. Il y a donc des inexactitudes et plus d'artefacts là-bas. D'accord, la seule façon de savoir précisément à quoi ressemble votre sommeil est de mesurer, vous savez, les ondes cérébrales, les mouvements des yeux, l'activité des muscles du menton. Aucun des appareils portables ne mesure ce genre de choses. Non. Vous devez mesurer tous ces paramètres pour identifier précisément le stade de sommeil. Maintenant, les appareils portables sont-ils mauvais? Sont-ils inutiles? Non. Ils fournissent certaines informations. Et ce qui est bien avec un objet connecté, c'est que vous pouvez voir si vous vous améliorez ou non et vous pouvez corréler votre score avec « et c'était une bonne nuit de sommeil ». Par conséquent, si vous continuez à obtenir ce score, cela sera probablement bon. D'accord. Donc, ils ont une valeur réelle. Le problème avec les objets connectés, c'est qu'ils n'améliorent pas vraiment votre sommeil. Je veux dire, c'était ce que nous étions. Nous le regardions et disions « Hé, tu sais quoi? Nous souhaitons créer un outil pour améliorer ton sommeil. Nous avons créé un appareil portable pour perfectionner notre génération. » Et c'est juste pour te montrer. Cela ne prouve pas que votre création fonctionne. Eh bien, pas seulement cela. Nous en avions besoin pour affiner la fréquence. Notre appareil portable est le seul qui analyse la variabilité de la fréquence cardiaque dans le domaine fréquentiel pour une évaluation plus précise, en particulier du sommeil profond. En effet, car c'est la phase de sommeil la plus cruciale. C'est ce qui nous intéressait le plus. Nous devions donc exceller dans ce domaine. Maintenant, si nous avons crypté ou fourni un module de firmware crypté aux autres appareils portables qui n'a pas ruiné leur autonomie de batterie, nous pourrions leur donner les équivalents. Et donc, nous ferions cela dans le cadre d'un arrangement de licence avec eux afin qu'ils puissent être un peu plus précis dans toute la profondeur du sommeil non-mouvement rapide des yeux. Et nous sommes fiers de pouvoir examiner cette profondeur sur tout le sommeil non-mouvement rapide des yeux. Et nous pouvons diviser ce qui se passe au niveau du tronc cérébral par rapport à ce qui se passe au niveau cortical du sommeil pour voir quelle est l'interférence. Je pense que, vous savez, juste après vous avoir parlé pendant la dernière heure, je pense que, vous savez, la première préoccupation qui me vient à l'esprit est que tout le monde essaye d'optimiser son score de sommeil, mais personne, en dehors de ces règles d'hygiène du sommeil, meilleure pratique. Encore une fois, c'est un excellent appareil qui fournit des données. Mais optimise-t-il vraiment pour la bonne chose? Ou peut-être pense-t-il que leur sommeil est un peu meilleur qu'il ne l'est en réalité parce qu'ils ont ce score associé à leur sommeil, alors qu'en réalité, ils devraient essayer de comprendre, d'accord, comment puis-je réellement obtenir plus de sommeil delta? Quel sera l'impact réel sur ma santé? Parce que ce n'est pas bien de donner aux gens de faux indicateurs de santé. C'est vraiment ce que je retiens de tout cela. Je pense donc que c'est là que l'avantage de votre appareil entre en jeu car il est vraiment corrélé à des indicateurs de santé très positifs plutôt que de simplement mesurer ce dont vous êtes capable sans, vous savez, comme de l'aide est la meilleure façon de le dire. Oui. Eh bien, et cela nous permet de personnaliser parce que nous vous donnons maintenant le stimulus par étape du sommeil, numéro 1. Numéro 2, le long de ce spectre du système nerveux autonome, les gens fonctionnent à différentes fréquences. Nous devons donc trouver ce qui vous convient le mieux. Nous effectuons donc un processus de calibration qui est continu pour dire « D'accord, où se situe Scott dans cette plage entre 0,15 et 0,25 cycles par seconde? » Et donc, nous pouvons vous donner cela pour votre sommeil delta. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et je l'apprécie. Tout au long de votre carrière, vous avez innové, construit des technologies incroyables et été à la pointe du progrès. Je suppose donc que la question est, qu'est-ce qui vous attend ensuite? Eh bien, je ne vais pas tout divulguer, mais ma femme dit que je dois prendre ma retraite quand j'aurai 88 ans. Je n'ai que 72 ans. Donc, il me reste encore un projet à réaliser. Et j'ai tellement appris dans ce projet que je pense qu'il y a une découverte que nous pouvons faire qui va vraiment être fascinante en termes de cerveau contre esprit. Parce que beaucoup de gens pensent que, eh bien, l'esprit ne vient que du cerveau. Et c'est une pensée occidentale, vous savez, que la vie est chimie. Et donc le cerveau génère l'esprit, et c'est le cas.
il génère votre ego. Mais d'après tout ce que j'ai appris au fil des années, et même lorsque j'étais en résidence en prenant soin des patients, il y a un autre niveau de l'esprit. Et je pense que je comprends comment ils interagissent et je pense que je peux mesurer ce processus. Et donc, j'aimerais consacrer le reste de ma carrière à cela. Expliquez ce que cela signifie, ce concept pour les personnes qui écoutent ceci. Expliquez donc l'impact sur leur vie de tous les jours. Que chercherait à révéler cette recherche? Ce qu'elle ferait, c'est montrer aux gens qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent, et que s'ils se mettent dans un état d'esprit de plus grande réceptivité, ces idées de cet esprit supérieur viendraient dans leur conscience. Et cela donnerait tellement plus de confort et de direction dans la vie. Et cela provoquerait une relaxation beaucoup plus grande, une réduction du stress. Et cela ouvrirait en quelque sorte nos yeux à une coopération beaucoup plus grande entre les gens. Et je suppose que vous allez trouver un moyen de créer un appareil ou une IP qui va nous permettre d'accéder à cet état. Je pense qu'à ce stade, nous savons déjà comment le faire. Et je pense que c'est beaucoup mieux que de travailler 17 ans pour votre première découverte, car à ce stade, je pense que nous pouvons aller directement à la technologie, la façonner et la tester. Donc pour moi, c'est un projet à court terme d'environ 5 ans. Juste un petit bébé de 5 ans. Projet, n'est-ce pas? Incroyable. Oui, si les gens veulent se connecter avec vous, si les gens veulent en savoir plus sur ce que vous construisez, si les gens veulent essayer certaines des choses que vous avez construites, où devraient-ils aller? Les réseaux sociaux, le site web, tout ça. Oui, je pense que le site web est probablement le meilleur endroit et c'est www.soultechhealth.com. Mais laissez-moi l'épeler parce que certaines personnes le mal orthographient. Donc c'est Soultech, c'est S-O-L-T-E-C, puis santé. Donc c'est S-O-L-T-E-C-H, E-A-L-T-H.com. Donc, il n'y a qu'un seul H au milieu, vous savez, parce que beaucoup de gens pensent que Soultech devrait être S-O-L-T-E-C-H. Et c'est vraiment juste T-E-C puis santé. Parfait. Et je mettrai ces liens dans les notes de l'émission également. Et quand les gens vont sur ce site web et qu'ils veulent commencer, quel est le premier appareil ou la première configuration qu'ils devraient acheter, qu'ils devraient essayer? Quelles sont, je suppose, les instructions pour quelqu'un qui veut réellement intégrer cet appareil dans sa vie? Vous savez, il y a beaucoup de matériel écrit là-bas et des blogs où ils peuvent en apprendre davantage sur la technologie. Ils peuvent aller directement à la section technologie et commencer à la voir et voir ce qu'est le système et comment il interagit avec les différentes pièces et vous savez, les instructions d'utilisation. C'est en fait, même si c'est un système très sophistiqué, vous savez, c'est vraiment simple à utiliser. Donc, nous avons eu beaucoup d'expertise en termes d'expérience utilisateur. Et la dernière question que j'aimerais poser est parce que vous avez eu une carrière incroyable et que vous avez traversé tant de saisons différentes de votre vie en construisant différentes entreprises et en explorant de nouvelles idées et inventions. Vous pourriez remonter jusqu'à vos 20 ans et vous avez l'opportunité de dire à cette personne, ce jeune docteur Dan, une leçon. Quelle leçon voudriez-vous enseigner à votre moi de 20 ans? Je volerai la phrase que Nike a développée, et c'est juste le faire. Fonce simplement.